2, 3. Bonjour, je suis Éric Normand-Carmel. Et je suis Louis-Philippe Delorimier et impressionné. Et nous sommes tous deux médecins vétérinaires et nous vous présentons du coq. Alan! Ah oui, il faut que je dise le reste. Ouais. Le podcast qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Ben oui, et aujourd'hui, on ne l'entoure pas, on est à l'intérieur. On est dans le cœur de l'affaire. On est au centre, au milieu. Oui, on se promène. Peut-être on est à l'extérieur un petit peu, ecto, mais surtout en dos. Là. En fait, on parle de parasites avec nul autre que Le super humain indestructible polyglotte international Christopher Fernandez Prada. Et d'ailleurs, bon, là, pour ceux qui regardent en vidéo, Parasitologiste. Parasitologiste, mais je pense que c'est un terme vague, englobant tout ce qu'il fait, parce qu'il est professeur à la faculté, à deux autres, donc à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, mais aussi à McGill à Laval, chercheur. Enseignant, ouais, vulgarisateur. avec nommé à des comités, puis tout ça, puis avec des en tout cas, un CV impressionnant, et au demeurant fort sympathique. Oui. Polyglotte, parce qu'il parle plus que 5 langues. Puis je pense qu'il est très humble et modeste aussi. Là. Donc, il ne nous dit pas tout. Par exemple, dans l'épisode, vous n'apprendrez pas qu'il a déjà fait une Incroyable. C'est sûr qu'en commençant ta vie comme ça, c'est sûr que le reste, ça va être juste spectaculaire. Donc, c'est parce qu'il nous dit, on a oublié de parler, parce que, en tout cas, on a oublié de parler du fait qu'il a fait une chute de 30 mètres à 9 ans. Quand il avait 9 ans, tombé d'un manège en Espagne qui était en mouvement, une espèce d'araignée, de pieuvre ou je sais pas quoi. Il a fracturé tous ses os longs, il s'est rentré les dents dans le crâne. Ça, puis il était en multiple réparation. Comme on dit. Oui, c'est ça. Mais il nous a expliqué ça après que les micros se soient éteints. Après que tu lui aies fait le constat que c'est drôle qu'il y ait des broches. Non, j'ai pas dit c'est drôle, t'as des broches. J'ai dit, hey, t'es courageux d'avoir des broches à 40 ans. Ouais. Puis, mais tout ça, il m'a expliqué qu'en fait, c'est ça, il avait été endommagé. Mais c'est un épisode, donc, très important parce que les parasites, on en a tous, hein, ou nous en sommes tous aussi parfois, là, mais on en a, toutes les espèces en ont. Des images qui me viennent en tête. C'est ça, pour ceux qui regardent en vidéo, il y a une belle image d'un ténia derrière nous, une tête de ténia solium, le vrai ver solitaire. Mais bon, on ne parle pas de ça en long et en large. En fait, c'est surtout en long. Là. D'habitude, les ténias, on en parle un peu, mais on parle de tout ce qui est zoonose aussi. On a parlé vraiment de beaucoup de choses intéressantes. C'est sûr qu'on... ça faisait longtemps qu'on avait lancé l'invitation, puis c'est très agréable que ça ait pu se produire parce que c'est vraiment un enjeu avec les changements climatiques. On en parle, que ça va être de plus en plus, les résistances qui montent, tout ça. Puis les animaux qui sont importés aussi. Exactement. À travers le les monde. flux aussi d'animaux qui augmentent avec les années. Ouf, t'as failli dire le mot fluke, qui est une douve en anglais. Absolument. Mais Éric, j'ai changé l'écran parce que, évidemment, que ce genre d'épisode-là, et tous les autres d'ailleurs, ça ne se fait pas sans Poignon. Et nous voulons remercier notre partenaire. Je sais pas, des récurrents, mais en tout cas, principal, fidèle, qui est Purina Veterinary Diet. C'est là sur l'écran, j'ai mis, pour ceux qui regardent encore là en vidéo, c'est parce que le Purina Institute, qui est un peu un genre de ressources sur Internet qui parle de la nutrition en général, mais il y a plein d'informations. C'est vraiment, faut aller creuser. Puis là, vous voyez, j'ai mis, par exemple, c'est des nouvelles, ce qu'ils appellent des hot topics ou des sujets chauds. Donc, différentes choses pour les propriétaires, pour aller s'informer, mais même pour les médecins vétérinaires et leurs équipes, de l'information, le sel dans les aliments pour animaux de compagnie, tu sais, par exemple. En fait, en déroulant le site tout à l'heure, on réalisait qu'il y a des sujets vraiment sur presque toutes les questions, les ressources sur presque toutes les questions qu'on peut se poser en alimentation. C'est pas toujours juste pour parler de leur nourriture, c'est vraiment pour informer les gens. Puis, tu sais, là, j'ai changé de page. Les antioxydants, les acides gras essentiels, les agents toxiques pour les chats et les chiens, par exemple, ici, les raisins, tout ça. Donc, c'est vraiment un article pour parler des choses auxquelles vos animaux ne devraient pas être exposés. Donc, c'est définitivement pas à propos de leur bouffe. Puis, en fait, plein de préoccupations de propriétaires qui peuvent venir dans votre clinique et dire, bon, moi, je voudrais avoir un régime végétarien pour mon chat ou mon chien, bien, il y a quelque chose qui le couvre. Donc, c'est une forme en tout cas, d'éducation pour la population générale qui se retrouve sur ce site-là. Très intéressant. Je pense qu'il y a des heures de lecture, mais vous voyez, il est écrit en plus les durées, tout ça, des petits articles qui se livrent en 6 à 10 minutes, tout ça. Donc, merci beaucoup à Purina Veterinary Diet pour leur support. Merci à Christopher qui est venu passer cette heure-là ou à peu près avec nous pour parler de tout parasitologie.
Merci à toi, Loup-Philippe. Ah, Éric, je te remercie de retour pour tout ça. Et puis, merci aux gars de Machine, je dis aux gars, à l'équipage, À mais l'équipage ça d'un donne, c'est gros des gars, navire. ouais, de Machine 4771. Et merci à vous de nous écouter. Et sans plus tarder, Nous appuyons sur le bouton lançons rouge. la petite chanson. À bientôt. Bye. Oh là 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 là! Oh, ouh là 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 là! Nous revoici. Comment vas-tu, mon séduisant masque de vache préféré? D'après moi, je vais au moins aussi bien que toi, mon affable co-animateur bucolique. Mettons plein de qualificatifs dans une phrase et appliquons-les comme ça. Très content de te retrouver Éric, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois. pour un nouvel épisode dans Du le... coq! Alan. Éric, c'est vrai que dit comme ça fait comme si ça faisait pas longtemps qu'on s'est vu. Oui, Mais c'est pas le cas. dans les faits, ça fait pas longtemps qu'on s'est C'est vu. pour ça. Parce que, bon, on est dans une journée d'enregistrement, on enregistre quand même plusieurs épisodes. Puis Absolument. c'est le 3e aujourd'hui des 3. Oui. Puis des fois, je me demande toujours, est-ce que notre ton a changé? Est-ce qu'on est rendu plus... Il y a un risque, hein, quand même, quand tu donnes des conférences puis que tu en présentes pendant toute la journée. Celles de la fin de la journée puis celles du début sont peut-être pas sur le même ton. Si tu décides, je vais avoir un niveau énergique, ça peut pas marcher pendant une journée complète. C'est difficile, en tout cas. Tu peux aussi avoir appris de tes erreurs, par contre. Je sais, mais ça, je suis rendu que je fais un meilleur pacing, ou en tout cas une meilleure gradation. Là, fait que... Puis on a devant nous, d'ailleurs, si on parle de quelqu'un qui donne des conférences, là, je pense que j'ai fait ma part de ça il y a longtemps. J'en fais moins de ce temps-ci, mais on a devant nous quelqu'un qui... Quelqu'un que ça fait longtemps qu'on avait discuté pour avoir. Puis là, il y a On eu va lui des- dire bonjour. Oui, exactement. Donc, on est très content de recevoir Christopher Fernandez Bonjour. Prada. Oui, c'est Bonjour. très bien dit. Merci. Merci d'être là. Merci d'avoir traversé la région métropolitaine. D'avoir accepté De- notre invitation déjà au départ. Puis, Oui. puis oui, d'avoir traversé l'Atlantique il y a plusieurs années dans le but d'éventuellement participer à notre podcast. Oui. C'était vraiment ça. Ouais. C'était tout planifié. Exactement. Mais, donc, Christopher Fernandez Prada, qui est Professeur éminent. à la faculté de médecine vétérinaire en parasitologie. Je ne sais Exactement. pas si on peut le dire comme ça. Bon, professeur, attends, j'ai tout. Oui, j'ai oui, tout. oui. Ah, non, mais c'est On parfait dit comme ça. parasitologiste pour faire court, mais c'est un terme presque réducteur, dans le sens où parasitologiste, c'est quelqu'un qui s'occupe des parasites, mais donc professeur aussi, qui Donc, enseigne il- à tous les... Enseignement, recherche, évidemment, ce titre-là. Aussi responsable du labo de parasito. Donc, il y a probablement beaucoup de gens, vétérinaires, techniciens, quand il y a des échantillons à la faculté qui font affaire avec le labo de parasito. Directeur adjoint du groupe de recherche sur les maladies infectieuses en production animale. Professeur auxiliaire à la faculté de médecine de l'Université McGill. McGill. Et professeur auxiliaire à l'Université Laval. Voilà. Triple couronne. C'est le Barbaro de... Non, Barbaro, c'est le chien qui avait... Le cheval qui avait... Le cheval, là, qui a triple Ouais, couronne. qui s'était pété à la patte, par Fait contre. que là, j'ai quand même j'ai pris quelques notes pour bien le circonscrire, puis on va revenir après à ton parcours, mais donc toi, tu es particulièrement intéressé ou spécialisé, ou je sais pas comment on peut le dire, mais dans la lutte aux maladies parasitaires zoonotiques, Oui, oui. particulièrement exactement. la résistance aux médicaments, qui, comme pour les bactéries aussi, se développe là, avec les années. Puis aussi, tout ce qui est nouveaux tests de diagnostic, vaccins, prévention aussi pour les maladies, particulièrement pour les protozoaires. Je pense que c'est peut-être Exact. ton intérêt particulièrement. Et là, c'est ça que j'ai noté ici, particulièrement aux exosomes et aux diverses vésicules extracellulaires. Donc, on aura peut-être l'occasion Ouais, de, OK. de démystifier ce que c'est. Parfait. Moi, je suis sûr que parce que tu as l'air très mystifié, en fait, Ouais. quand, Ouais. quand tu le dis. Là. Oui. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, récipiendaire de plusieurs prix, distinctions, plusieurs groupes de recherche avec qui tu collabores, Key Opinion Leader pour différents groupes aussi, IDEX et autres. Tu as été en nomination l'année dernière pour les 10 découvertes scientifiques En de l'année. 2022. Oui, mais c'est en début 2023 pour 2022.
Puis tu es impliqué aussi dans plusieurs projets communautaires ou de recherche, dont le projet Laurent, dont je ne me rappelle pas, on en a déjà parlé, mais qui est une collègue de classe à Louis-Philippe. Non, un an avant moi. Mais un an avant toi, c'est proche. Moi, j'ai lu ça hier, j'étais comme... T'es impressionné par ce que tu écris. Oui. Non, mais je me dis, t'arrives à avoir du temps pour toi, pour ta famille, tout ça, à travers ça. Oui, non, mais je dirais qu'il a beaucoup d'opportunités au Québec pour s'impliquer dans différentes choses. Donc, c'est le rythme de vie le permettre. Donc, ça vient de façon naturelle ici. Donc, je pense que tout ça que tu viens de lister, peut-être ça semble un peu exagéré, parce que j'ai contribué d'une petite façon dans chaque. Donc, c'est pas un temps plein dans tout. Donc, mais j'aime beaucoup m'impliquer dans tout. Donc, peut-être c'est mon grand défaut. Tu dis pas non. Oui, c'est ça. J'ai failli dire non au podcast, mais... C'est la partie la plus facile de ta semaine. Non. Donc, au départ, diplômé de médecine vétérinaire en Espagne. Oui. Donc, ça c'était, je dirais, un point d'inflexion parce que moi, je voulais faire des études en marketing, faire la peinture dans la rue. Mais ma maman trouvait que ça ne menait pas beaucoup d'argent à la maison. Donc, je m'a dit, non, mais arrête ça, là. Donc, je suis rentré en médecine vétérinaire qui était très prestigieux dans notre région. C'était comme la carrière que les gens avec de bonnes notes, un peu comme qu'on veut maintenant présentement au Québec, étudier. Donc, je suis rentré là et j'ai fait une spécialité en chirurgie des petits animaux. Ah oui? Ce n'est pas un diplôme européen ou américain, mais c'était spécialisé en chirurgie des petits animaux. Et par hasard, je suis tombé dans un labo de recherche qui travaillait sur les parasites. C'est là que... À quelle université en Espagne? Université de Léon. OK, Léon. Ouais. Donc, Lyon. Mais en Espagne. Oui, mais pas de Y. Non, pas de L-E-O-N. Oui, c'est ça. Ça, c'est donc dans le nord-est de l'Espagne, peut-être une région qu'on... Oui, le nord-est, oui, c'est ça. Oui, donc c'est à cheval entre donc, le Portugal et à gauche, la Galice, Léon et Asturias, c'est notre province qu'on a là-bas. Donc c'est une belle région, très montagneuse, très jolie. Et tu y retournes régulièrement? On essaie une fois par année. T'as la famille là-bas. C'est ça. C'est une des parties les plus difficiles d'être ici, c'est la famille. Oui, parce que ta conjointe vient de là-bas aussi. Oui, puis, je l'ai kidnappée pour l'amener au Québec. Elle est très contente présentement, mais c'est une décision de couple. Bon. Et donc, c'est là que tu découvres un peu l'intérêt pour les parasites? Oui, parce qu'il faut voir que plusieurs pays en Europe ont été très colonisateurs. Comme ça. Dans l'Espagne, France, Belgique. Comme les parasites, le C'est ça. Donc, ça fait partie de notre nature. Donc, il a une certaine dette qu'on a vers ces pays-là. Donc, on étudie beaucoup de maladies parasitaires qui affectent des gens dans des pays tropicaux. Et c'est là que ça a attiré mon attention à me spécialiser plus dans des parasites qui vont affecter des gens moins favorisés. Et c'est là que j'ai parti mon PhD, donc sur la leishmaniose, qu'on commence à voir un petit peu chez les animaux de compagnie au Québec. Mais c'est surtout... Avant ton PhD, tu as fait un séjour en Italie? Oui, j'ai fait une partie de ma maîtrise un peu moins parasitaire, donc c'était sur les mécanismes de réparation de l'ADN chez les cancers humains, donc à Rome. Donc j'ai passé là une partie d'une année. C'était vraiment chouette. Donc j'ai vécu dans la Rome profonde, dans un quartier des présidiaires. C'était quelque chose. Donc tu as été romain pendant... Oui, full romain. Mais tu parles italien, donc aussi? Oui, un petit peu. Parce que tu parles combien de langues, juste par curiosité? Tu es polyglotte, visiblement. Mais tu es anglais, français. Je ne suis pas bonne dans ce camp présentement parce que le cerveau n'est pas assez plastique. Mais je dirais 5-6, ça dépend. Espagnol, galicien. Enfin, galicien qui est la langue maternelle. Oui, c'est ça. Donc, l'espagnol, castillan. Donc, après, l'italien, français, anglais. Et après, il mélange des autres choses que des fois, je rentre comme... donc, 5-6, ça dépend un peu. Donc, je comprends bien les portugais. Donc, je donne des cours au Brésil des fois. Ah oui? Donc, c'est ça. Bon, 5-6. C'est déjà quand même 3-4 langues de plus que nous. Là. Bon. 4-5, là. 4-5, même, on va y aller comme ça. Mais non, mais t'es donc polyglotte. Je suis un peu jaloux quand même. T'as une facilité quand même à apprendre les autres langages? Mais, je dirais oui. J'ai un certain intérêt aussi personnel. Ouais. J'aime beaucoup les significats des mots, essayer de comprendre exactement qu'est-ce que la personne veut me dire. Ouais. Donc, j'ai un certain intérêt à voir la base de la langue pour aller comprendre. OK. Et donc, retour... Excuse. Non. Retour dans ta ville, ton alma mater pour un PhD. Oui. Donc là,
La situation en Europe, je pense qu'on est en train de vivre aussi. Il y a beaucoup de récessions. Donc, en termes de recherche, c'est très compliqué de développer de la recherche indépendante. C'est très compétitif partout. Et donc, pour moi, c'était clair que si je voulais avoir une carrière en recherche, j'avais besoin d'une expérience internationale à l'extérieur d'Europe pour peut-être retourner en Europe ou rester ailleurs. Et là, il y a plusieurs offres qui sont mises sur la table aux États-Unis et au Canada. Donc, on a fait un choix des couples, encore une fois. Donc, on n'était pas content avec la structure, gouvernance et plein d'autres aspects, pour être poli, aux États-Unis. Donc, on a pris une décision de venir au Canada et on ne regrette vraiment pas. C'était en quelle année déjà? En 2013? 13, oui. OK. Donc, Et vous avez atterri à Québec? Oui, c'était... Parce que quand j'ai passé mon entrevue pour venir au Canada, tout se faisait je dis au Canada parce que tout se faisait en anglais. Donc, c'est ma faute. Je n'avais pas fouillé autant pour savoir que Québec n'était pas assez bilingue comme je pensais. Donc, je suis débarqué avec zéro français à la ville de Québec. Donc, j'avais un petit calepin pour écrire des chiffres pour acheter des carottes et des choses comme ça. Donc, je vais forcer. Pas si longtemps que ça fait 11 ans de ça. Oui, c'est ça. Donc, ta courbe d'apprentissage a été... Elle était rough, mais c'était agréable. Plein d'amis et de connaissances qui m'ont aidé. Parce que c'est sûr que c'est pas comme débarquer à Montréal, qui est peut-être une ville plus multiethnique. À Québec, il faut que tu maîtrises le français, je veux dire, dans les commerces de proximité. Tout à fait, mais je pense que cette immersion, je dirais, brutale, c'était gagnante. Donc, des fois, c'est se mettre dans le bain. Il faut... C'est mieux des fois qu'une immersion trop lente où finalement tu deviens paresseux un peu. Exactement. Dans la facilité. Et donc, postdoc, sujet à Québec? Oui, donc j'étais au CHUL de Québec, donc relié à l'Université Laval. Donc, j'ai fait un postdoc sur la résistance aux antimicrobiennes, donc génomique fonctionnelle, beaucoup de séquençage, des aspects plus de pointe. Et donc, comme ça, j'avais un profil très complet avec tout ça que j'avais fait avant. Mais tout ce qui est parasitologie clinique, à ce moment-là, tu n'en faisais pas ou peu? Non, j'avais fait tout en Espagne. Donc, pour vous donner une idée, déjà dans le cursus que j'avais en parasitologie, j'avais comme 56 crédits de parasitologie seulement. Parce qu'en Espagne, la parasitologie est super importante. Donc, on avait une charge très, très, très forte. Et il y en avait beaucoup de cliniques en parasitologie là-bas. Donc, ici au Québec, je n'avais jamais fait parasitologie clinique telle qu'elle au Québec. Oui, puis les parasites, bon, je veux dire, sont les mêmes, mais ils ne sont pas les mêmes. Là. Oui, ils ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup de choses que vous avez là-bas qu'on n'a pas. C'est ça, exactement. Ici, elle a vraiment beaucoup moins quand je suis arrivé. Maintenant, ça a l'air que c'est moi qui les amène, mais il commence à avoir de plus en plus. Incluant, tu disais, la leishmaniose tout à l'heure aussi, qui est évidemment présente dans le bassin méditerranéen beaucoup. C'est des phlébotomes qui transmettent ça. Les gens, donc des insectes piqueurs qui ressemblent un peu à des moustiques, mais qui n'en sont pas. Là, puis au Québec, moi, les cas où j'ai vu, parce que ma conjointe est interniste, là, donc elle voit des cas de leishmaniose, mais souvent, c'est des chiens qui viennent justement d'Espagne ou de France ou tout ça. Mais habituellement, ce pas des chiens qui sont nés ici et qui ont été infectés ici. Mais là, tout à l'heure, tu disais qu'il commence à en avoir. Est-ce que tu parlais des chiens justement qui sont importés ou des chiens qui sont... On a un peu de tout parce qu'il y a aussi la transmission verticale. Donc, il y a beaucoup de chiens qui étaient importés d'Amérique du Sud ou l'Europe qui sont dans des élevages. Donc, il y a une transmission au chiot. On commence à avoir certains cas endémiques sans besoin de transmission vectorielle. OK. Parce qu'on n'a pas de phlébotome ici. Non. Par contre, autant en Italie qu'au Brésil, ils montrent déjà que certains tiques sont capables de transmettre la leishmaniose, au moins d'être porteurs du parasite. Donc, nous, on est en train de lever un petit drapeau rouge en disant qu'il faut faire attention quand même. Mais on n'a pas de preuve que ce soit arrivé ici. Mais transmission verticale, ça veut dire que ça traverse la barrière la placenta. In utero, oui, c'est ça. Mais ça, c'est important parce que... je le disais pour les non, je comprends. Non, mais parce que, par exemple, pour la borréliose de Lyme, l'autre intermédiaire est important pour le développement, mais dans le cas de la leishmaniose, c'est pas essentiel qu'il y ait... Non, c'est vraiment pas essentiel. Donc, fait que le vecteur est plus comme effet collatéral de piquer deux individus, mais sinon, il y a une transmission possible d'individu à individu sans vecteur. Oui. On assiste à un radiologiste qui parle de parasitologie et de vecteur. Toi, t'as passé sous silence, là, parce que t'as dit « phlébotome », t'as passé sous silence que t'es en train, en ce moment, de montrer à ton fils toutes les diptères, puis tout ça. Ça, on n'en parle pas. Mon fils de 2 ans et demi qui dit « c'est une tabanidée, ça pique pas sa mort. »
C'est ma blonde qui trouve que je suis en train de le rendre nerd. Là. Donc, oui, effectivement. Parce que, papa, c'est une tabanidée. Je dis, non, ça, c'est une mouche domestique. C'est une autre diptère. Mais bon, mais non, parce que la leishmaniase, moi, ça me fait penser, quand je vois des cas qui viennent d'ailleurs, à une chose. Parce que moi, bon, les parasites, j'en parle assez peu dans mon quotidien parce que je traite des cancers, mais à la tumeur vénérienne transmissible, tu sais, qui, évidemment, il y en a beaucoup en Espagne, dans le bassin méditerranéen aussi. Puis la tumeur vénérienne transmissible au Québec, en principe, il y en a déjà eu dans l'histoire apparemment, là, dans le coin. Puis il y a même eu déjà des éclosions dans le coin de New York, puis tout ça, jadis. Mais maintenant, quand on en a, souvent, c'est des chiens qui viennent d'ailleurs. Puis en 2023, moi, j'ai eu 4 chiens avec des tumeurs vénériennes transmissibles, puis qui venaient de 4 pays différents. Là. Je pense qu'il y avait Maroc, Mexique, j'essaie de me rappeler, Azerbaïdjan, puis... qui était le plus intéressant des 4, là, parce qu'elle, c'était une tumeur vénérienne transmissible dans la gueule là, qu'elle avait, la chienne. Mais tu sais, c'est des choses comme ça que nous, on n'est pas habitué de voir ça ici. Fait que même chose un peu que la leishmaniase. Ma conjointe est interniste française, donc au départ, elle connaissait déjà la leishmaniase quand elle était en France, où c'est beaucoup plus courant. Mais c'est des choses qui... Des fois, je me dis, est-ce que Bon, là, c'est beaucoup le transport d'animaux qui sont transportés. Est-ce que le réchauffement climatique va jouer un rôle aussi dans cette expansion-là de certains parasites qui sont peut-être au sud de la frontière puis qui montent vers nous, puis qu'on n'est pas habitué de voir ici non plus? Là. Mais aux États-Unis, déjà considéré endémique, les mouches de sable sont aussi montées, donc sont déjà présentes sur le territoire américain. Donc, il y a différents cas déjà de chevaux, chiens, humains. Puis les mouches de sable, c'est les phlébotons. Oui, exactement. Pour dire, pas pour te corriger, là, mais parce que je pense que ça devrait être l'inverse. Mais les mouches de sable, c'est les phlébotons, mais ils n'étaient pas originaires d'Amérique. Les mouches elles-mêmes ont été importées. Mais il y a plusieurs espèces qu'on avait déjà des mouches de sable partout à la planète, donc ils sont partout. Mais les espèces compatibles avec les parasites qui ont évolué ensemble, on n'avait pas celles qui étaient nécessaires. Et précédemment, ils sont montés déjà aux États-Unis. Donc, ils sont détectés, sont infectés, donc ils transmettent la maladie aussi. Puis en Amérique du Sud aussi, il y en a. Oui, vraiment beaucoup, surtout au Brésil. C'est une des régions la plus endémique. Mais ils sont montés parce est-ce qu'il y en avait au Mexique, par exemple, puis ils ont... Je ne peux pas blâmer les Mexicaines. Donc, non, mais sans les blâmer, mais je veux dire, un Espagnol qui blâme les Mexicains, ça passe mal. Non. C'est vraiment avec le réchauffement. Donc, de plus en plus, on est en train de changer un peu les territoires où les mouches de sable vont se retrouver. Donc, on les voit plus à chaque fois. Donc, oui. Mais c'est vrai avec plein de vecteurs. C'est vrai pour les tiques qui montent au nord. C'est vrai probablement pour les mouches aussi, pas les mouches, ça je pense à toi. C'est à moi qu'il faudrait que tu expliques. Les moustiques pour le virus du Nil aussi, tout ça qui montent de plus en plus avec au les nord. chikungunya et d'autres virus qui sont en train de monter, les dengue et tout. Le virus de la dengue, Parce qu'en tout cas, c'est vrai que pour les animaux de compagnie, historiquement, on parlait des parasites digestifs qui sont relativement faciles à contrôler, sauf si c'est un animal qui chasse à l'extérieur. Excuse-moi, c'est parce que tu dis parasites digestifs, tu dis animaux de compagnie. Moi, je pense tout de suite à Ascaris, puis, mais je pense aussi à... Attends, moi, là, j'aime pas que tu te penches pour ramasser de quoi quand tu as pensé à Ascaris. De parler du fait que d'habitude, on ouvre une petite bière ensemble. Puis moi, j'ai choisi une bière avec un raton laveur pour Baileys Ascaris Procyonis, là, parce que le raton laveur... Procyon lotar en latin, donc... parce qu'on ouvre toujours une petite bière de microbrasserie. Puis là, tu m'as dit tout à l'heure, une bière sûre, c'est une bière sûre aux framboises qui titre à 4,5 % de Matera, qui est une microbrasserie à Montréal. C'est Avant-Garde. En fait, c'est Avant-Garde qui brasse. Donc, je vais ouvrir ça. J'ai les verres ici à côté de moi, puis on va vous distribuer ça. Mais c'est une petite... Tu peux continuer à parler. Non, mais là, c'est une blanche aux fruits. Tu as fait du name-dropping de parasites. Parce que Baileys Ascaris, on va en parler pour vrai. Oui. C'est un parasite du raton laveur, qui est un ver rond. Mais qui est aussi une zoonose. Tout à fait. Qui est très dangereuse d'ailleurs pour les humains. Parce que, tu sais, on vit en proximité avec les ratons laveurs. Il y en a à Montréal. Il y en a sur le Mont-Royal. Il y en a beaucoup, en tout cas. Là. Oui. Puis il y en a probablement plein. Donc, mais peut-être... Non, mais au lieu que toi, tu l'expliques peut-être... Oui, vas-y. Explique pour les gens qui nous écoutent pourquoi... Parce qu'en fait, Baileys Ascaris, c'est pas un parasite de l'homme. Non, mais c'est ça, à niveau évolutif, normalement, quand on est en contact avec quelque chose qui n'est pas évolué avec nous, il ne va pas avoir une réaction normale, donc un comportement normal. Donc, nous, on est des hôtes ou des patients aberrants pour ce sort de parasites. Donc, les parasites ne comprennent pas les sortes de tissus, la réponse immunitaire de la personne. Donc, on va commencer à migrer jusqu'à qu'elle va trouver la meilleure place où se placer pour survivre.
Et ça fait qu'elle va faire des migrations dans le cerveau, dans le système nerveux central. Et là, il a des conséquences majeures. Donc, on a plusieurs parasites comme ça. Mais les Ascaris, peut-être, c'est les plus exotiques, mais on a des autres comme Toxocara. Puis ils peuvent aller dans les yeux aussi. Oui, c'est ça. Parce que je vais saluer d'ici, en fait, Alain Villeneuve, qui a fait la parasitologie au Québec, puis que tous les vétérinaires qui sont un peu plus âgés, mettons que les très nouvelles générations connaissent Alain Villeneuve de nom. Puis Alain, dans un examen, il y avait une question qui était pourquoi certains parasites vont-ils dans les yeux? Puis, bon, la réponse, j'imagine, était c'est un lieu, voyons, comment on dit, pas sentinelle, j'allais dire, Migration. oui, mais la aberrante. migration parasitaire, à cause que c'est un endroit qui est Chaud, calme, non, en tout cas, confortable. je vais y arriver. En tout cas, la vraie réponse, je la dirai pas, c'est que moi, j'avais répondu, je connaissais la vraie réponse dans l'examen, mais j'avais décidé de répondre parce qu'ils arrivent par en arrière puis on les voit pas venir. Puis, parce que je m'étais dit, je vais faire rire. Est-ce que tu as Alain, rajouté une ligne? Juste non, un j'ai pas choix donné la vraie. J'avais juste décidé de répondre ça pour faire rire le prof. Puis il avait juste mis 0 sur 3, mettons. Il avait même pas écrit haha, tu sais. J'étais un peu déçu parce que j'avais volontairement sacrifié des points pour faire rire le prof quand il fait la correction. Mais c'est une erreur. Ne faites pas ça à la maison. Non, mais au moins, tu aurais pu. Sanctuaire, c'est ça, je veux dire, parce que c'est un c'est site sanctuaire. Moi, j'avais juste Sentinelle qui venait, mais c'était Tu sanctuaire. aurais pu écrire AA à côté puis l'encercler. Mais peut-être juste... j'avais écrit haha, je me rappelle pas, là. Mais l'image mentale que j'ai, c'est que j'avais juste répondu parce qu'ils arrivent par en arrière puis on les voit pas venir. Alors, je lève mon Puis verre. lui, il s'est dit un autre crise de cave. Un autre cave qui écrit des niaiseries. -3, tabarnak. Mais Christopher, merci d'être là. Merci à vous. Mais merci. Santé à toi, Éric, aussi. Et santé à tous les auditeurs qui... Hein? Il est 17h, donc c'est l'heure de... Ouais, c'est l'heure de l'apéro. Elle sent La framboise. le Baileys Ascaris. Un petit peu, ouais. Moi, j'ai toujours pensé, au début, je me suis dit, il doit y avoir une sorte de Baileys avec des Ascaris dedans. Puis c'est du Baileys Ascaris. C'est ça qu'on aurait dû boire, du Baileys. Hey, ça, c'est une joke de nerd. De là. merde, ça. Une joke de merde, littéralement, là, parce que tu dis... Oui. OK, ça, c'est sûr que tu n'es pas c'est venu correct. ici pour élever ton niveau, hein? Non, mais c'est parfait. Cette affaire est comme, bon, je vais pouvoir cocher cette case-là dans mes achievements. Je vais booker le psychologue pour après, mais... Ouais, c'est ça. Non, mais attends, moi, je sais que, parce que tu as quand même un fanbase assez élargi, là, je sais que quand il y a des messages sur la page Facebook Vétérinaire du Québec, puis tout ça, là, c'est comme, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en admiration pour tout ce que tu fais. Puis Éric, la raison étant tout ce que Éric a lu tout à l'heure, puis... Non, mais attends, mais... Puis avec raison, oui. je veux dire, avec raison. Parce que, Mais les parasites, c'est quand même un élément important de la pratique vétérinaire, peu importe le domaine de pratique. C'est une lutte constante, en fait. on pourrait croire que c'est ça, parce que tu viens de le dire, constante, on pourrait croire que c'est quelque chose assez facile, il y a des médicaments, on traite, on les élimine. Mais c'est justement là, ton travail, c'est que la résistance, puis tout ça qui... Oui, non, mais c'est un peu plus compliqué. Je suis très content de t'entendre ça, parce que quand j'enseigne, les étudiants sont très gentils, mais c'est toujours... Ah non, mais on veut voir la vraie médecine vétérinaire. Donc, il veut ouvrir un animal, il veut soigner un animal, mais il ne comprend pas que la parasitologie va prendre vraiment beaucoup dans sa journée. Et c'est toujours les étudiants qui sont bien dégraissés. Ah non, mais vous avez raison, on avait besoin de plus de cours en parasito. Donc, c'est vraiment débalancer. Les gens ne comprennent pas les besoins jusqu'à... C'est un peu trop tard et on n'a pas eu le temps de former plus que ça. Donc, il y a en termes d'importance, on sait que les parasites sont les facteurs qui sont drivés l'évolution de l'humain vraiment de façon la plus intense. La malaria et d'autres maladies qui sont vraiment changées, même la planète. Le paludisme, Ouais, là, c'est qui, ça, qui est encore une cause que je ne me rappelle plus le nombre de mortalité par année, surtout chez des enfants aussi. Là, c'est des centaines de milliers. Ça, c'est très intéressant parce que est-ce que les recherches récentes vont dans le sens... Parce que moi, j'ai déjà lu que, en fait, c'est le contact avec les animaux au moment où l'agriculture est arrivée, peut-être 12 000 ans, où est-ce que où les élevages ont commencé, où est-ce que là, vraiment, on était probablement parasités avant, mais où est-ce que les zoonoses, ce passage-là entre les espèces est devenu vraiment un élément évolutif important, puis d'épidémie, puis tout ça? Je dirais en partie oui, mais si vous pensez, par exemple, à votre microbiote, ça, c'est des bactéries qui, anciennement, c'était dans les animaux qu'on mangeait. Donc, on a acquis ça en faisant la prédation. Donc, on a acquis toutes ces sortes de bactéries. Même chose pour les parasites. Donc, même quand on était des chasseurs, on était déjà exposés à tous les parasites qui étaient dans les tissus des animaux.
Et d'un autre côté, on avait tous les aspects vecteurs. On parlait de leishmaniose. C'était dans l'époque des dinosaures, il avait déjà la leishmaniose. Il a des leishmanies adaptées aux lézards. Donc, Ah oui, donc on a retrouvé... c'est vraiment, vraiment une coévolution depuis longtemps. Vous parlez de Baileys ascaris, donc des fois, on s'est éloigné de certains parasites, donc on est devenu vraiment pas tolérant à leur présence. Mais des fois, on est parasité par des coccidies, on a tous. On peut avoir plein de parasites qui ne sont pas assez endommageants et qu'on garde. Donc, on vit avec. Ouais. OK, mais attends, il y a 2 affaires intéressantes là-dedans. Mais la première, c'est on a retrouvé donc la leishmaniose. C'est quoi? C'est des signatures d'ADN ou on l'a retrouvé, par exemple, dans les... Dans l'ambar? Oui, dans l'ambre. Donc, l'ambre. Donc, ils sont trouvés dans différents tissus d'animaux de l'époque. Ils sont trouvés aussi dans des moustiques de l'époque qui étaient conservés dans différents matériaux. Donc, c'est tracé vraiment depuis longtemps. Je ne connais pas la date exacte. Non, mais est-ce qu'il y a d'autres parasites comme ça qu'on a retrouvés qui étaient déjà présents avant l'arrivée des... Oui. Donc, il a certaines... En plus, il a des études plus géographiques. Donc, on voit que des régions qui étaient moins exposées au contact humain, donc, ce sont des parasites qui appartiennent au même genre ou même la même espèce, mais avec des caractéristiques un peu différentes. Donc, ils sont tracés un peu la paléoparasitologie. Donc, ils ont fait ça pour tracer des vers rondes, des vers plats, des tiques, des moustiques. Donc, on a un peu tout ça. On ne les connaît vraiment pas beaucoup. La médecine vétérinaire, on n'explique pas ça, mais on a des fossiles de toutes ces sortes de parasites. Puis l'autre élément intéressant que tu as mentionné, bon, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on parle du microbiome. Plus récemment, on parle du, je ne sais pas comment on l'appelle, mais tous les champignons, levures qui font aussi partie de nous de façon naturelle. Est-ce qu'il y a un biome de parasites qu'on devrait avoir aussi de façon naturelle? Oui, et ça, c'est comme les dernières recherches sont dans ce domaine. On commence à parler du pathobiome, que ça va être l'ensemble de tous les micro-organismes que nous avons dedans et qui peut devenir pathogène ou non selon les conditions. Et un des pathobiontes, je l'appelle comme ça, le plus connu, peut-être c'est Giardia. Donc, on sait que c'est le parasite le plus fréquent chez les humains, chez les animaux. Donc, les gens vont le voir en clinique de façon très, très fréquente. Et il commence à avoir des études qui nous parlent que Giardia est comme caché dans le mucus intestinal, surtout au niveau du duodène, mais aussi dans la région finale de l'intestin. Donc, ça fait qu'il fait une inflammation chronique silencieuse. Donc, il commence à corréler, par exemple, la maladie de Crohn avec la présence de Giardia, différentes sortes de cancers colorectal avec la présence de Giardia chez l'humain. Et ça, c'est par des balancements des autres organismes dans le microbiome. Donc, je dirais oui. On a des protozoaires qui sont toujours là. On a des amibes, on a plein de, comme tu parlais, des levures qui sont aussi présentes. Donc. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, les approches scientifiques ne prenaient pas en considération toute la partie protozoaire, amibes. C'est centré surtout sur les bactéries. Parce qu'il y a une tradition plus grande en microbiologie des bactéries que des parasites. Bien, c'était su qu'ils étaient là et ils étaient ignorés ou en fait on en parlait moins ou est-ce qu'on... On les identifiait pas. Je te dirais les deux choses, dans le sens que normalement, au début, quand ils ont commencé à étudier le microbiome, ils cherchaient comme des régions qui étaient conservées dans toutes les bactéries. Donc, ils allaient chercher des signatures qui étaient présentes dans toutes les bactéries et après, ils identifiaient les éléments différentiels entre eux. Mais les parasites sont des cellules eucaryotes, donc les éléments qui différencient les bactéries ne sont pas capables de résoudre la population de parasites. Maintenant, on fait l'étude de façon double, donc on les identifie en même temps. Okay. Mais c'est rare encore qu'on fait tout. Mais tu sais, en parallèle de ça, les outils diagnostiques deviennent de plus en plus sensibles et de plus en plus bon marché. Tu sais, de plus en plus, il y a des tests rapides en clinique qu'on peut faire. Ouais. Mais là, comment tu diffères... Si on prend l'exemple de la Giardia, si elle est là de façon résidente, bon, on peut poser des problèmes chroniques, peut poser des problèmes aigus, puis peut être là juste de façon sans effet. Puis à côté de ça, tu as des tests de plus en plus faciles pour le mettre en évidence. Comment, en clinique, tu discrimines pour savoir que ça, c'est l'agent causal d'une diarrhée? Ça, c'est l'email que j'ai de façon plus fréquente, plus récurrente dans la boîte. C'est qu'est-ce que je fais avec ces Giardia-là? Donc maintenant, le consensus international, c'est de ne pas traiter Giardia si ce n'est pas symptomatique.
parce que ça va être toujours une bactérie ou un virus, un rotavirus, un calicivirus ou E. coli qui vont causer la diarrhée. Et Giardia va émerger de ce mucus-là qui l'a bloqué et elle va devenir patente. Mais ce n'est pas la cause originale. Il n'y a pas une question quantitative de s'il y en a... Mais nous, on fait du quantitatif présentement pour dire, écoute, si vous dépassez ces niveaux-là, ça va être important de contrôler Giardia parce qu'elle est devenue incontrôlable de façon naturelle par l'organisme. Donc, ça passe par la diète aussi et des mesures d'hygiène. Donc, oui, on peut donner des médicaments. Quand passant, tu as glissé un mot en disant qu'il n'y a pas de... Pour certains, on n'a pas de médicaments. Giardia, c'est un de ces parasites qu'on a l'effémidazole et le métronidazole, mais c'est un échec thérapeutique après l'autre. Donc, on n'a pas le taux de résistance est très élevé. Oui, c'est 50-60 au Québec. Fait que ça veut dire que si tu traites la cause primaire ou qu'elle finit par être auto-limitante si c'est un virus, puis tu rétablis une flore raisonnable, tu devrais contrôler. Tout à fait. Si tu es immunocompétent. C'est ça, exactement. Si je connais quelqu'un qui avait la sévère, l'immunodépie, lui, quand il avait la giardia, c'est parce que c'est super dangereux. Non, je comprends. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est un détail. Puis on a des patients vétérinaires aussi qui peuvent être immunosupprimés. Moi, j'en immunosupprime à tous les jours. Là, mais je veux dire, mais c'est vrai que malgré ça... Non, mais dans le sens où, je veux dire, on a beau immunosupprimer, j'en vois pas tant que ça. Fait que, tu sais, je sais pas si côté... Puis après ça, c'est pas vrai. Je dis ça, il y a des chiens qu'on traite puis qui développent des diarrhées. Puis des fois, on fait pas toujours tous les tests là, pour aller identifier c'est quoi la cause, en fait. L'élément qui est là. Est-ce que l'élément déclencheur, c'est le traitement, le stress des visites, parce qu'ils viennent, on les voit souvent, la maladie elle-même, c'est-à-dire le cancer, ou est-ce que c'est le traitement contre le cancer? Bien, on ne sait pas. Parce qu'il y a un lien à faire entre cancer et parasite, évidemment. Et en fait, il y a plein de liens à faire, là, mais parce que des fois, je pense qu'il y a des... Même j'ai retrouvé un article dans JAMA, le Journal of American Medical Association, de 1891, qui parlait de associations between cancer and parasites. Puis même dans le temps, il se demandait si c'était pas causé par les parasites. Puis en fait, il y a des cancers causés par les parasites. Éric? Non, mais il y en a au moins un que tu devrais connaître parce qu'on l'apprend dans nos cours en medvet. Puis moi, j'en ai jamais vu, là, mais tu sais, je sais qu'en Israël, il y en a beaucoup. Tu sais, qu'un ver dans l'ésophage, là. Ça se transforme parfois en... Oui, ça fait des granulons mésophagiens. Puis en fait, le ver s'appelle Spirocercolipes. C'est parce qu'on l'apprend. Puis moi, ça fait des masses œsophagiennes. Oui, ça fait des masses dans l'œsophage qui sont inflammatoires, granulomateuses, puis éventuellement peuvent se transformer en sarcome. Oui, mais ça doit être anecdotique, les transformations en sarcome. Déjà, pas tant que ça. Il y en a quand même. Où est-ce que c'est endémique, le spirocerca? Il y a de la spirocercose. Il y en a, il en voit souvent. Là. Puis j'ai des collègues qui travaillent justement, qui sont... Tel Aviv, là, puis on les salue, là, parce que j'imagine que c'est pas facile de se temps-ci dans cette région-là, mais qui envoient régulièrement. Là, je pense pas qu'ils envoient à chaque semaine, mais ils envoient régulièrement. Sur le nombre, il y a plusieurs chiens qui en... Puis il y a d'autres... J'ai cherché là-dessus. Parce que tu te rappelles, on en avait parlé dans un des premiers épisodes, là, dans les cas de transmission de tumeurs, il y avait un cas d'une tumeur dans un ver qui avait été transmis à son hôte, là. Ça, c'était à cause de... Les patients étaient immunosupprimés et ils mettaient une dose, je pense que c'était l'albendazole, le fenbendazole pour traiter l'humain. Ça a généré des mutations chez les parasites, qui a généré des cellules qui étaient tumorales et sont développées comme des tumeurs parasitaires à l'intérieur de l'humain. Ça, c'était en première. Oui, c'est ça. C'est... Parce que chez les humains, parce que je t'ai demandé juste à micro fermé tout à l'heure, je ne vais pas tenter de prétendre que je me rappelais, parce que hier, j'ai trouvé aussi chez les humains, il y a des douves. Là, les douves, c'est les flukes en anglais. Puis j'avais lu l'article en anglais hier soir, puis je me rappelais plus que flukes, j'étais comme, c'est quoi en français? Oui, pour les cholangiocarcinomes. Oui, chez les humains, dans les tumeurs des canaux biliaires, effectivement, chez les humains. Donc, c'est des parasites qui vivent... Entre autres, dans le bassin du Mékong, là, c'est les douves du foie. Puis, exactement. Donc, poissons crus consommés dans le Mékong. Exactement. Puis en Afrique, il y a aussi, puis en Moyen-Orient, en Asie, il y a les schistosomas qui peuvent causer aussi des cancers de la vessie. Mais lui est très intéressant parce que si vous pensez aux Égyptiens à l'époque, ils pensaient que les hommes menstruaient parce qu'ils saignaient quand ils allaient uriner. Et c'était schistosome qui était là. Donc, ils pensaient que les hommes étaient capables d'avoir une menstruation. Oui. Ah oui. Ils confondaient les maturies avec... Maturie, c'est vrai que c'est quand... Non, on a déjà eu cet argument-là ensemble. On a déjà eu une discussion où Éric m'avait dit il avait fait une échographie de vessie. Il disait, dans son rapport d'échographie, il était écrit... Compatible avec les maturies. Il y a l'urine, je ne sais pas trop quoi. Il écrivait l'urine, puis là, il disait
compatible avec l'hématurie probable. En voulant dire à l'échographie, il voit qu'il y a du sang dans la vessie. Je dis, mais ça, c'est pas de l'hématurie, c'est du sang dans la vessie. Quand ça sort, c'est de l'hématurie. Il dit, oui, mais c'est déjà de l'urine quand elle est dans la vessie. Je dis, oui, c'est déjà de l'urine. Mais hématurie, ça veut dire il urine avec du sang. C'est pas... Là, on avait eu cette discussion-là, puis il y avait la sémantique était que j'avais... Finalement, cette fois-là, j'avais raison. Oui. Bon, et toutes les autres, mais cette fois-là, on l'avait documenté. Mais tu as parlé des protozoaires qui habitent de façon naturelle, là, par exemple, dans le pathobiome. Mais est-ce que ça va aussi jusqu'à des organismes plus complexes, comme des vers ronds, par exemple? Parce qu'il y en a qui ont parlé à un moment donné, je ne sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à ça, mais qui pouvaient peut-être avoir un lien, notamment avec les maladies auto-immunes. Oui, tout du fait qu'on est moins parasité maintenant. Oui, c'est un peu la théorie des l'hygiène que les immunologistes ont développée il y a quelques années, dans laquelle des gens des pays très, très, très propres, donc extrêmement propres, sont plus fragilisés contre certaines infections et en même temps développent aussi des conditions auto-immunes. Donc, parce que les parasites, ils ont un pouvoir de contrôle immunitaire local très, très important. Si vous pensez par exemple à Trichuris suisse, on l'utilise pour traiter la maladie de Crohn chez l'humain. Donc, on va donner les patients des vers, elle va développer... Donc, c'est des vers plats. Ronds. Pardon, Trichuris, ouais, c'est bon. Ouais. Donc... je sais pas, j'avais Ténia en tête, mais c'est des vers ronds de porc que vous donnez... Mais pas moi, mais il y a des hôpitaux très de pointe au monde qui vont donner les vers ronds aux patients. Donc, les vers vont s'installer dans l'intestin et vont sécréter des substances qui vont immunosupprimer de façon locale. Par exemple, les colons. Donc, il diminue énormément l'inflammation dans ces régions-là. C'est une forme d'immunomodulation, oui, on va tout dire. à fait. Ah oui, par parasite volontairement inoculé. OK. Ouais. Puis ils arrivent à rester après ça ou il faut répéter? Il faut faire des expulsés. réinfections et normalement, ils vont donner soit des mâles ou des femelles pour éviter qu'il y ait des accouplements et qu'ils passent des œufs dans les selles. Et en cas de besoin qu'ils soient un peu trop agressifs, elle peut prendre des antiparasitaires et l'éclairer rapidement. Donc, c'est une méthode que c'est surtout à niveau acceptation par les patients que c'est compliqué. Mais maintenant, avec la transplantation fécale et des autres approches, ça commence à être un peu plus intéressant pour les patients. Ben, c'est parce que moi, ça me fait poser une question à propos d'un mythe. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui s'inoculaient avec des vers plats pour rester minces? Là? Tu sais, quand on dit « Ah, lui, il a un ver solitaire », puis l'expression « Ah, lui... » Des gens qui prenaient des verres volontairement pour rester minces. Ça se faisait pour vrai. Oui. Il y a eu même des compagnies aux États-Unis qui étaient poursuivies pour ça, parce que les gens achetaient des pilules avec des mélanges de verres plats et qu'après, ça développait un ténia à l'intérieur. C'est vraiment pas chouette pour l'organisme. Pour les sortir, des fois, c'est chirurgical, des fois, c'est des vétérinaires. Donc, vous savez déjà l'imaginaire pour comment est-ce qu'on peut sortir un moi, verre plat. j'ai vu des vidéos d'ours avec des ténias qui sortent de l'anus cette semaine. Même chose. Je sais pas pourquoi je suis tombé là-dessus, mais des bandes. Ça fait partie des autres affaires dégueulasses que tu m'as envoyées. Je t'ai envoyé. Oui. Je t'ai envoyé ça. À ce temps, j'ai peur d'ouvrir mes messages directs dans Instagram quand ça vient de toi. Je t'ai envoyé la vidéo de l'ours qui a des ténias qui lui sortent. Il marche, puis il est comme confus, puis il y a un long ténia. Oui, ben, moi, je te pas sûr que c'était ça n'a vrai. pas l'air d'être solitaire. Parce qu'on dit vers solitaire, c'est une mauvaise terminologie. Là, je pense. Mais c'est Ténia solium que normalement, on a seulement un. Et de là, c'est le ver solitaire. OK. Ténia solium, que je ne connais pas, là, parce que tu viens de le dire, je le répète. Donc mais il est vraiment solitaire dans le sens où quand il y en a un, on ne peut pas être réinoculé avec un autre. Il peut, mais normalement, il va prendre la place pour qu'il ait seulement un. Okay. Ça, si c'est dans l'intestin, si c'est dans le cerveau, on va avoir plein de lésions. Okay. Puis comment il se reproduit? Mais normalement, tu as le verre plat, tu as la tête, un petit coup, et après, c'est les corps en répétition. Donc, sont hermaphrodites. Les segments sont hermaphrodites, donc ils vont être pleins d'œufs. Donc, quand ils vont tomber dans l'environnement, les petits segments vont s'ouvrir et les œufs vont contaminer tout l'environnement. Donc, cet ours-là qui passait les vallées partout, donc en train de contaminer toute la rivière, tout l'environnement. Donc, ça va augmenter rapidement. Là. Ah, parfait. C'est un peu dégueulasse. En tout cas, on mettra la vidéo sur la page. Oui, clairement, pour que les gens fassent des cauchemars. C'est assez... c'est pas agréable à regarder, mais je me disais, pauvre ours, tu sais, je veux dire. En tout cas. Ah non, c'est sûr qu'il y a des... En plus, il a des branches ou des choses, il va rester attaché. Donc... Oui, c'est ça. C'est pas mal, ça donnait pas mal ça comme effet. Très beau site web. Je suis allé voir le CFP Lab. Okay. CFP! Moi, je suis allé voir s'il n'y avait pas une protéine ou quelque chose qui s'appelait CFP, puis j'ai pas trouvé. J'ai cherché, mais je sais pas, la cyanide fluorescent protein, peut-être. Oui, c'est la celle. C'est la green fluorescent protein, c'est la GFP qu'on connaît, mais
Mais non, je l'ai pas vu sur le site web. Ben, c'est cfp-lab.com pour ceux qui veulent aller voir. Bon, c'est tes initiales, évidemment, CFP, ouais. là, mais... C'était le plus simple. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a comme les 3 volets, Ouais. puis Le C, le F puis le P, là. mais Attends, oui, non, c'est ça. Pour vrai, c'est ça? Non, mais Non. c'est pas, Non, mais c'est pas j'allais avec dire, les lettres, mais Il c'est aurait comme... pu faire un anagramme avec Non, son... non. Ouais, effectivement. Il faudrait demander à notre Notre invité précédent qu'il précédent. fasse un anagramme avec ça. Mais ça me fait penser, parce que moi, j'ai cherché Prada, là, tu sais. Est-ce que tu... Parce que ça, c'est italien. Pour En le fait, sac nous, à on pense à coche? Milan. Oui, non, c'est OK. ça. Mais je suis allé chercher ça pour le fun. Prada et parasitologie. Puis évidemment, on tombe sur toi. Puis là, j'ai mis Prada, maroquinerie, parasite pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne quand on cherche vraiment la marque de luxe Prada et parasite. Et là, on tombe sur des pages qui disent... Hey, moi, je Le- voudrais voir le gars chez Google, ou je sais Ouais, pas c'est où, ça. qui est comme dans le contrôle, puis Qui qui va branche les passer, infos. Non, mais je me suis qui dit va peut-être qu'il y passer a des des fois... requêtes, il se peut-être doit qu'il y se a des dire, fois, mais voyons donc. Ben, c'est vrai, il y avait des vidéos de ça, le gars qui est à l'intérieur de l'ordinateur puis qui voit les questions passer puis comme voyons, donc pourquoi tu demandes ça puis il répond. Tu sais, c'est un humain qui répond. C'était très drôle ça. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça au début des années 2000. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que il y a une page qui parlait des marques de luxe puis il disait qu'un des gros problèmes, c'est le parasitisme de la contrefaçon. Tu sais. Donc, il y avait ça déjà. Après ça, il y avait les verres, les lunettes Prada, évidemment, qui disaient qu'il y avait il y avait un site web qui parlait des lunettes, bon, des montures, puis il y a une couverture pour éliminer les reflets parasites. Donc, j'ai trouvé ça aussi, C'est quand même bien. les reflets parasites. Puis il y en avait un dernier. Ah oui, puis la dernière affaire, c'est que je suis tombé évidemment sur les colliers et les laisses pour chiens Prada qui se détaillent entre 750 à 2500 dollars C'est le collier. un là. détail. Puis, effectivement. c'est ça. Mais ça, tu n'as aucun lien familial avec ces Prada-là. Ben, en Europe, tout le monde est très, très mélangé des origines. Donc, il y a une certaine origine italienne dans la famille, mais aucun lien économique. Mais quand toi, tu es allé en Italie, à Rome, avec ton nom, est-ce que les gens disaient Prada? C'était plus simple. Ouais. Et ici, au Québec, pour réserver une table, c'est aussi plus simple. Donc, Et tu t'appelais Christopher Prada. ouais. OK. Ouais, c'est Ah ça. oui, tu C'est ça. Donc, on a coupé les Fernandez parce que... ne peux pas dire Ferrandez. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus compliqué. Fernandel. Donc, Prada, c'était plus simple pour OK. tout le monde. Donc, ouais. OK, moi, j'avais une question. Plus Quand j'étais- sérieuse? Ben oui, je pense que Ouais, oui. c'est pour ça que je ponctue. Ah ouais, c'est ça, tu m'as dit, je ne sois pas trop sérieux, là. J'ai pas dit ça. Moi, j'étais excité, je voyais tous les parasites, puis tu travailles sur la résistance au traitement. Moi, comme radiologiste, je suis loin de cette réalité-là, mais tu sais, on traite de façon préventive pour les ectoparasites, par exemple. Est-ce qu'on a un risque aussi, à terme, de sélectionner de plus en plus des ectoparasites qui vont être difficiles à traiter ou les mécanismes font en sorte que c'est pas un enjeu? Ben, C'est- Et en dos, parce que ces traitements-là couvre aussi. Aussi, tu as raison, Non, oui, c'est tu as ça. raison. Merci de me... Non, mais c'est vraiment la question. Et nous, quand on explique ça, on fait un on divise ça en deux groupes. Tu as les animaux de production et tu as les animaux de compagnie. Parce que l'aspect nombre d'animaux qui sont en contact, qui vont contacter l'environnement, c'est très important. Mm. Parce que si tu es un chat à l'intérieur ou un petit chien qui ne va pas dans des parcs à chiens, même si tu sélectionnes la résistance chez cet animal, le risque finit là. Quand l'animal va décéder, bon, les parasites vont disparaître. Par contre, quand il y a des grands nombres d'animaux ou une place où les animaux sont tous ensemble, oui, on peut sélectionner la résistance. On sait déjà, il y a quelques études, c'est presque toujours en laboratoire présentement qu'on peut sélectionner la résistance, même chez les tiques, il peut devenir résistant aux produits, aux molécules qu'on utilise. Mais encore aujourd'hui, on n'a pas de preuves épidémiologiques, si je peux le dire comme ça, qu'on a constaté une propagation ou émergence, par exemple, de résistance chez les tiques. Ça, on ne le voit pas. Par exemple, chez les vers rondes, on a constaté au Québec beaucoup de résistance chez les moutons. Par exemple, pour les vers rondes, autant le benzimidazole que le cypermectan et tout. Et donc, on voyait qu'il avait de la résistance, donc, parce que la même molécule est utilisée depuis des années. Les vers contaminaient l'environnement, s'est réinfecté, on retraité. Donc, il a une accumulation. Pour les parasites d'animaux de compagnie, je dirais au Canada, on ne voit pas une résistance qu'on dit tout de suite, on a un problème de résistance. Donc, nous, on fait, et je pense que les discours qu'on essaie d'aligner, c'est comme il va falloir faire des tests de diagnostic un peu pour Giardia, comme on vient de discuter, et voir si la charge parasitaire, la présence de ces parasites justifie un traitement. Si c'est un parasite qui peut tuer l'animal ou que c'est hautement zoonotique pour l'humain, on va donner une prévention tout de suite, surtout pour protéger l'humain. Donc, il y a cet aspect
des protections des propriétaires qui ont fait aussi comme médecin vétérinaire. Mais dans certains cas, on peut réduire le nombre de traitements et le nombre de molécules, surtout en sachant le comportement de l'animal, les parasites qui sont en région. Donc, on peut jouer un petit peu et créer des protocoles un peu plus à la carte. Ça que les vétérinaires au Québec n'aiment pas. Donc, ils ne m'aiment pas trop, des fois, à cause de ça, parce qu'ils veulent quelque chose de très général. Et je comprends très bien. On est super pressé en clinique et on veut une checklist simple, mais ça ne marche pas présentement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre aux parasites, là, de dire on va traiter avec des médicaments en prévention, puis on prend des médicaments qui... Pour ça, avec les bactéries, on ne fait jamais ça. Ou en fait, peut-être, il y a des produits qui sont des... pour les gens qui ont des infections urinaires à répétition, il y a des... Tu as des probiotiques, tu as des bactériostatiques, tu as d'autres... Des genres d'antiseptiques urinaires qui ne sont pas des antibiotiques là, qu'on peut prendre aussi pour prévenir les réinfections. Modifier le pH, il y a d'autres trucs indirects que tu peux faire. Mais c'est juste que... Puis ma conjointe est généraliste, puis bon, elle est prise aussi avec ça, puis elle aimerait probablement pas entendre ce que je suis en train de dire, mais c'est juste qu'il va peut-être falloir apprendre à vivre avec un peu plus de parasites quand ils ne sont pas la cause d'une maladie débilitante ou qui n'est pas... Oui, tout à fait, parce que j'ai trouvé que le protocole, quand je suis arrivé, c'était très radical dans le sens qu'on va avoir des animaux sans parasites. C'est impossible déjà, mais ça, c'était la cible. Maintenant, l'objectif, c'est garder en santé l'animal en protégeant l'entourage de l'animal. On sait par exemple que si l'animal est fortement parasité, quand il va recevoir ses vaccins, les vaccins marchent moins bien parce que le système immunitaire est en train de se battre contre les parasites. Donc, les vaccins pour un virus ou une bactérie, ça marche moins bien. Donc, il a moindre protection. Donc, il y a certains cas, oui, qu'on dit on va déparasiter tout de suite pour aller donner un deuxième traitement. On sait par exemple que... on sait beaucoup de choses maintenant. mais on peut être un peu plus stratégique. C'est ça qu'on essaie de faire maintenant. Avant, la recommandation, c'est de donner un traitement à la bourgle quand le chien ou le chat arrivait en clinique. Maintenant, on recommande, parce qu'on ne peut rien imposer, de faire un dépistage en parasitologie pour citer les temps zéro, qu'est-ce qu'il y a dans l'animal. Ça va nous donner une idée déjà s'il faut traiter tout de suite et quelle sorte de prévention on va donner. Donc, on essaie de rééduquer un peu dans ce sens-là. C'est sûr que quand il y a des parasites qui sont des zoonoses potentielles, qui sont dangereuses pour l'humain, pour les enfants, c'est ça. Là, on va frapper plus fort ou en tout cas plus tôt. C'est exactement ça. Mais ça pourrait nous amener à parler du projet Laurent. C'est là que je m'en allais, en fait, de dire... segway. Oui, c'est ça. Tu sais, est-ce que... En corollaire de ça, on a été longtemps extrêmement... En tout cas, dans le milieu médical, de dire, oh, tu sais, moindrement, il y a une condition qui immunosupprime ou tout ça. Les animaux, il faut qu'ils soient complètement rayés du portrait en négligeant l'aspect support émotionnel, tout le reste qui vient avec. Le bénéfice. Le bénéfice sur la santé. Juste du risque, mais pas du bénéfice exact. potentiel. Puis il y en a plein. Puis pensez pour Laszlo de Roth qui a travaillé avec Anne Célé sur le stress, l'effet juste réduction de stress documenté physiologiquement que les animaux de compagnie peuvent avoir. Donc, peut-être tu nous parlais, toi, t'es impliqué un peu dans le projet Laurent. Oui, donc le projet Laurent était né, je pense, 2 ans après je suis arrivé à la faculté, en 2018. Donc, c'était Hélène Tessier, vétérinaire que peut-être vous connaissez. Elle est venue voir notre doyen à l'époque, c'était Michel Carrier. Donc, voir Michel disant je viens de voir votre nouveau logo de la faculté pour la santé du monde. Et ça m'interpelle parce qu'on a expliqué un peu un cas familial dans lequel son enfant, pour une raison X, a besoin de sortir son animal de la maison par recommandation médicale. Et là, ça les frappait comme maman et comme vétérinaire d'être pas capable de garantir la sécurité de son fils. Donc, c'est Michel Carré qui m'a contacté. Qu'est-ce que tu en penses? On travaille sur ça. Donc, on est parti le projet Laurent. Et depuis ça a grandi énormément. On a des gens comme Mélanie Dudieu, qui est au CERCHUM et aussi maintenant directrice en recherche d'EMA Québec. On a Isabelle Doré, plus en santé physique, santé mentale, et différents gens qui s'impliquent. On a Michel Pépin qui nous aide pour les animaux de compagnie. Plein de monde. Parce que Laurent, c'est le fils d'Hélène, puis pour faire une histoire courte, il était immunosupprimé après une greffe d'organes, puis tout ça, pour un cancer. Puis donc là, la question, c'était est-ce que de demander à une famille, débarrassez-vous de votre chien parce que c'est trop dangereux, alors que les preuves qui disent que c'est trop dangereux sont assez limitées, ou en tout cas des preuves objectives.
c'était plus par précaution, on va dire, Oui, éliminer exactement. de l'environnement, alors que... Ça n'avait pas est-ce vraiment que... été étudié de Non, façon... Non, mais c'est la réponse facile, Oui, oui, souvent non, un non, petit c'est peu, puis ça. c'est de dire un peu, ben, c'est un peu s'en laver les mains, de dire, OK, élimine ça de ouais. l'environnement. Mais on ne peut pas non plus blâmer les médecins dans le Non, sens qu'en absence de connaissances, on fait celui-là qui peut-être c'est le plus restrictif pour protéger ouais. les C'est le principe patients. de précaution. C'est ça, C'est- exactement. Ouais. Je suis d'accord avec ça, mais parce que je sais que quand vous l'aviez présenté à un congrès Oui. l'année dernière, mais une question, ou en fait un commentaire que j'avais eu, c'était, je me rappelle toujours de l'étude qui est avec la résonance magnétique, où est-ce qu'il y avait des hôpitaux où des chiens, des fois la nuit, passaient dans les résonances magnétiques pour se faire imager. Puis là, la question, c'était est-ce que si ça se sait du public, est-ce que les gens vont être outrés de savoir que l'appareil sert à des animaux, puis Ouais. que c'est malpropre, tout ça. Mais quand il avait vérifié pour... bon, c'était spécifique à des bactéries cutanées pour voir si les chiens étaient plus porteurs de bactéries multirésistantes, potentiellement transmissibles à l'homme. C'était du staphylocoque qu'il regardait, Mhm. je pense, mais finalement, il notait que les chiens en avaient moins, puis en moins grande quantité, puis moins souvent que, par exemple, dans la barbe des hommes, il y Oui. en avait. Puis alors que OK. quand c'était un chien qui passait dans l'appareil, il nettoyait beaucoup mieux puis de fond en comble après. Quand c'était des humains, il nettoyait plus sommairement parce qu'il disait un humain, c'est plus propre qu'un chien. Fait que finalement, la conclusion, c'était que c'était pire de passer après un barbu qu'après un chien, parce qu'après le chien, non seulement il avait mieux nettoyé, mais en plus, il y avait moins de risque d'être porteur de ces bactéries-là multirésistantes. Ben, moi, je peux t'en parler pour l'avoir vécu. Dans les années fin 90, début 2000, on allait au CHUM Ouais. pour les IRM. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, 25 ans plus tard, on peut le dire. Puis ça s'est pas bien passé pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, les journalistes en sont... C'était une époque où il y avait moins d'IRM au Québec. Les journalistes en sont mêlés, puis ils ont décidé d'arrêter. Heureusement, quelques mois après, il y a eu une IRM à la fac. Mais on a arrêté parce que ça commençait justement à sortir dans les médias. Ouais. Et quand on est commencé à aller au CHUM, une des recommandations, c'était qu'il faut nettoyer l'appareil après les chiens. Puis eux, oui, il y avait quand il y avait un humain, ils mettaient un truc jetable, mais ils n'avaient jamais nettoyé tout le. Non. Ils passaient, alors que là, ils frottaient, Ouais, puis ils fait que l'appareil frottaient. était beaucoup plus propre Beaucoup quand plus il y avait propre des après chiens. que Fait finalement, nous, on les soit chiens allés. étaient utiles. Donc, tu sais, on a vécu exactement ce que tu viens de décrire. Fait que c'est sûr que des fois. Mais Là, c'est un parallèle boiteux un peu. Là, non, mais je comprends. C'est le parce que- principe de précaution. C'est juste que des fois, après, c'est dur dans la communauté Ah, médicale. tout à fait. Une fois qu'il y a des nouvelles connaissances, de faire descendre ça dans les praticiens de première ligne, puis leur dire les femmes enceintes, arrêtez de leur dire de sortir leur chat. Les enfants immunosupprimés, arrêtez de faire partir les animaux. Mais donc, c'est ça. Non, mais c'est tout à fait ça. Il y a une des choses qui nous s'intéresse dans le projet, c'est définir l'immunosuppression. Parce que c'est une chose que la médecine n'est pas capable aujourd'hui de savoir c'est quoi l'immunosuppression. Oui, on a une définition quand c'est extrême, mais la différents degrés d'immunosuppression contre différents facteurs. Donc, on peut être immunosupprimé pour certains facteurs. On a des mutations génétiques qui nous rendent plus sensibles à certains virus, à certaines bactéries. Donc, ce n'est pas noir ou blanc, c'est vraiment une échelle de gris. Et nous, dans le projet, un des objectifs, c'est définir ça et être capable d'évaluer les différents pathogènes. On a commencé par les parasites, mais aussi les bactéries et virus plus tard, pour voir c'est quoi les risques réels de transmission dans ces conditions-là. Et en même temps, optimiser et garantir que tous les aspects positifs d'avoir un animal sont là, sont clairs. Ça, il y a des études très, très approfondies déjà, qu'on a mentionné quelques-unes, que les animaux nous amènent vraiment beaucoup. Donc, on peut garder ça. Puis les résultats, jusqu'à maintenant, j'imagine que vous êtes dans la phase plus préliminaire, peut-être, mais on a différentes recommandations déjà. On a approfondi, on a commencé par Giardia comme pathogène modèle, parce que c'était un peu le plus commun et présent. Donc, on a identifié des marqueurs d'inflammation dans le laboratoire d'une façon plus fréquente. Maintenant, on travaille avec des gens en transplantation parce qu'on a la théorie que certains médicaments vont effacer ces barrières intestinales, pour causer la diarrhée, donc ça va réveiller la Giardia. Donc, un de nos objectifs, c'est qu'avant une transplantation, on a un panel de dépistage chez l'humain pour différents pathogènes pour voir s'il y a un risque plus tard que ces parasites émergent, par exemple. Donc, ça, c'est notre recommandation qui est en train de sortir. En termes de bienfaits ou de bénéfices, on a déjà vu pendant la COVID, on a une étude, c'était l'idée par Isabelle, dans le projet, dans lequel on avait une cohorte de patients avec des animaux de compagnie et on vérifiait la diète et le comportement actif. Donc, on a vu différentes sortes de populations qu'avoir un animal de compagnie pouvait protéger pas contre la COVID, mais contre les effets collatéraux d'être enfermé, la pandémie et l'isolement. Par contre, on a vu des autres groupes, des autres tranches d'âge, des gens qui étaient plus stressés à cause d'avoir un animal de compagnie, parce qu'il faudrait aller trouver la nourriture, aller voir les vétérinaires, sortir avec l'animal. Donc, on a été capable de cartographier un peu tous ces comportements, risques, la peur. C'était fortement intéressant.
Et maintenant, on continue. Donc, on a plusieurs, avec Marion de Marchelier, on essaie de développer des projets de recherche dans lesquels on va éduquer l'animal pour réduire les risques de transmission. Donc, que l'animal soit lui-même qui diminue les risques. Donc, super intéressant. Toutes sortes d'autres études en parallèle. Puis, en termes de rayonnement dans la communauté médicale, parce que ça a été présenté, les vétérinaires, tout ça, mais c'est quoi les stratégies pour peut-être faire la promotion de ces nouvelles recommandations-là? Non, mais nous savons maintenant des médecins infectiologues, des transplantologues, des psychiatres, des psychologues dans l'équipe. Donc, on fait des présentations, on fait des formations. On a généré des fiches synthèse, des fiches un peu techniques pour les médecins, aussi pour que les patients qui sont dans la salle d'attente à l'hôpital puissent les consulter. Donc, on a dans la phase d'évaluation du contenu avec un focus group, un groupe petit qui est en train d'évaluer ça. En novembre, on organise un colloque INSEL Santé à l'Université de Montréal, dans lequel on a des gens du gouvernement, des gens de santé, et des gens de santé animale. On va voir des médecins vétérinaires pour en discuter un peu comment on peut intégrer tout ça déjà dans le système québécois. Parce que pour faire simple, jadis, là, il y avait un questionnaire, puis si vous aviez un animal de compagnie à la maison, puis que vous aviez une greffe, puis vous étiez immunosupprimé, il vous recommandait de vous débarrasser de votre animal. Oui, dans tous les cas qu'on a su, c'était comme ça, la recommandation. C'était pas noir ou blanc, c'était pas gris, il n'y avait pas de zone de gris. Non. Déjà, on a gagné beaucoup au moment que les médecins disaient au propriétaire, allez me parler à votre médecin vétérinaire. Donc déjà, ces petits liens qui semblent vraiment bêtes, donc reconnaître qu'on a besoin un de l'autre, que les médecins ont besoin de collaborer avec les médecins vétérinaires et vice-versa, c'est beaucoup. Que tu dises que ça semble bête, c'est un drôle de paradoxe. mais non, mais en tout cas, moi, je me rappelle bien de ça. Toute l'histoire, déjà, je connais Hélène depuis longtemps. Je me rappelle quand son fils avait été diagnostiqué, tout ça. Puis quand j'ai su ça, parce que c'est un stress de plus. Là. Déjà, tu viens d'avoir, tu sais, souvent, l'enfant, l'animal, c'est son confident en plus. Et puis il va plus de dire, puis là, il perd son ami, son confident, puis pour se faire dire, achète-toi un toutou à la place ou je sais pas quoi, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans leur tête non plus. Là. Puis là, c'est d'où le côté psychologie, puis tout ça aussi. Mais c'est aussi physique, parce que quand on a un animal, il faut s'élever, il faut jouer avec, il faut marcher, il faut... Donc, tous les aspects, ça ont été évalués. C'est pour ça que j'aime le projet Laurent, quand je voyais qu'il était impliqué, des fois, je me disais, mais pourquoi telle personne, quand tu comprends toute la... multidisciplinaire, multifacette. C'est un beau projet parce qu'on n'est pas d'experts dans le but final parce que ça n'existait pas, cette expertise-là. Donc, tout le monde est très débalancé. Donc, tout le monde amène son mieux avec vraiment du bonheur. Donc, c'est vraiment chouette. Puis, pour revenir, parce que tu as parlé tout à l'heure il était dans les finalistes des... bon, tu n'avais pas gagné, finalement, pour le Québec Science, là, mais... C'est correct. C'est quand même très prestigieux. Moi, je suis abonné depuis des années à Québec Science. Puis là, de voir... C'est la première fois que tu voyais un vétérinaire. Un vétérinaire, une personne connue, prof de la fac, j'étais comme, wow, tu sais, ce prix-là, ou en fait, la raison pour laquelle vous étiez dans les 10 finalistes, c'était ce que vous avez démontré comme mécanisme de résistance de leishmania qui est transmissible, finalement. Oui, c'est un peu... Oui, l'idée finale, c'est ça, mais c'est un peu plus complexe, je peux le dire comme ça. Oui. L'idée de base. Donc, nous, on a découvert un nouveau mécanisme de communication entre cellules eucaryotes. Par les exosomes dont tu parlais tout à l'heure. Non, mais c'est ça. Moi, je suis content que tu en parles parce que c'est fascinant. Moi, je suis content que je le dise. Tu veux dire, parce que tu te rappelais plus de comment le prononcer. Donc, les exosomes... Oui, donc on a découvert que par des petites billes qui sont relâchées par les parasites, ils vont mettre des gènes de résistance et de autres gènes à l'intérieur. Ils vont les relâcher et les autres parasites vont l'acquérir et vont commencer à l'utiliser. Donc, même sans contact direct. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. C'est comme... vous avez été les premiers à décrire ça. Oui. Dans n'importe quelle cellule eucaryote. Vous, pas juste toi, mais toi et ton équipe. Oui, on était une équipe de collaboration avec des gens de McGill aussi. Donc, on était 10 personnes qu'on a travaillé dans ça. Nous, on lidait les projets de la faculté, mais c'était un travail d'équipe avec plusieurs collègues. Donc, c'était quand même révolutionnaire. C'est un peu comme on soupçonne que dans le cancer, c'est le même mécanisme. Donc, on pense que certaines métastases, c'est par la communication des gènes qui vont aller activer de son cogène par ces communications. Donc, il avait des études en cancer qui montraient que oui, qu'il avait une activation, mais le mécanisme n'était pas décrit. Donc, nous, on était capable de voir vraiment les gènes à l'intérieur de vésicule. Puis ça a été publié dans Science aussi? Ou dans... Non, dans Cell Reports. Cell Reports, okay. Ouais. Excuse-moi, moi, c'est Cell. C'est une revue Cell, pas Science. Mais... c'est une revue à un nom quand même. Comme Cell. Cell, Science, Nature, Lancet.
Non, c'est de The Lancet. Ouais, The Lancet. The Lancet. C'est comme Brain, Ohio, ouais. Spine. Non, je pensais que je te lançais une perche, là, de Ah, Lancet. OK, The Lancet. Mais c'est vraiment intéressant parce que, attends, mais juste qu'on revienne un peu là-dessus, ça veut dire que la cellule va dupliquer des brins d'ADN, c'est ça? Oui, c'est ça. Pendant... Les enrober un peu comme un, Ouais. comme un colis, Oui. les envoie librement Ouais. dans l'environnement, puis une autre cellule le capte. Ouais. Il va être capable d'intégrer ça pour un nouveau mécanisme de défense. C'est quand même capoté, là. Exactement. Donc, c'est ça qui est... C'est comme c'est des phospholipides, non? Mais à l'extérieur, oui. Ouais, c'est comme des micelles un peu. Comme oui, des... un petit peu. Donc, par exemple, Moderna commence à utiliser ce sort de vésicules fusionnées avec des liposomes pour faire les nouvelles vaccins pour la COVID et des choses comme ça. Donc, c'est un bon mécanisme de livraison. Ben, moi, dans mon cœur, vous auriez dû gagner. Mais c'est carrément... mais c'est la population du Québec qui vote. Parce que tu voudrais dire, c'est dans ton cœur, ils ont gagné. Oui, c'est ça, exactement. Non, j'ai dit ça. Mais non, mais ça me faisait penser parce que tout à l'heure, j'essayais de retrouver une référence, mais il y a aussi, moi, j'aime bien ce qu'on appelle le repositionnement des médicaments. Oui. Là, donc, utiliser des médicaments qui avaient une utilité au départ par leur mécanisme d'action pour traiter une chose, mais les utiliser pour traiter autre chose. Mais qu'on découvre, mettons, de façon fortuite. Des fois, c'est parfaitement de façon fortuite. Genre un effet secondaire qui devient un intérêt pour un autre. Oui et non. Là, moi, mon meilleur exemple, c'est pas du tout en parasitologie, mais c'est le propranolol, qui est un bêta-bloquant, là, qui est utilisé pour traiter certaines arythmies et tout ça, qui ont découvert tout à fait par hasard que ça traitait les hémangiomes chez les enfants, qui sont des tumeurs vasculaires pédiatriques ou infantiles, là, qui peuvent être défigurantes des fois quand elles sont gros et quand elles sont dans le visage. Puis ça a été découvert parce de que façon ça fortuite. vasoconstricte? C'est quoi le mécanisme de... Non, c'est qu'il y a littéralement des récepteurs à bêta sur les cellules endothéliales. Puis quand le propranolol va se lier au récepteur bêta, il y a une forme, ça va mener vers l'apoptose. Tout ça, mais ça a été découvert de façon fortuite cliniquement. C'est un pédiatre dans le sud de la France que l'enfant avait un hémangiome, mais il vivait avec son hémangiome. Puis le traitement avant, c'était des... pas des interférons, mais des... voyons, je vais le dire. En tout cas, des molécules qui causaient plus d'effets secondaires et qui étaient coûteuses aussi. Puis des interleukines. Des interleukines ou des interférons? Interférons, je pense, en tout cas. Mais tout ça pour dire que là, cet enfant-là avait un hémangiome et des arythmies. Ils ont mis l'enfant sur propranolol pour les arythmies. Puis en dedans d'une semaine ou deux, l'hémangiome était parti. Puis ça a été fortuit. Puis on dit, il y a une résolution spontanée des hémangiomes souvent, éventuellement plus vers l'adolescence, je pense. Donc, ils se sont dit, OK, lui, il y a une évolution plus tôt. Mais 6 mois plus tard, un autre patient, même combinaison, hémangiome, puis arythmie, propranolol encore. Là, ils disent, bizarre, 2 fois en ligne. Puis là, ils ont fait une étude clinique, puis ils se sont rendu compte que le taux de réponse était plus de 90% avec les hémangiomes. Puis c'était bien toléré. Donc ça, c'est un exemple de trouvaille fortuite. Mais des fois, c'est pas toujours aussi fortuit que ça. Puis des fois, c'est basé sur le mécanisme d'action, on pense qu'on peut faire ça. C'est juste que là où je veux en venir, c'est qu'il y a quand même des médicaments des vermifuges puis des antiparasitaires qui ont été utilisés, puis souvent à tort. Puis il y a eu des cas anecdotiques de... déjà durant la COVID, l'ivermectine qui a fait surface beaucoup. On en a entendu parler passablement. Mais l'autre aussi qui, moi, me vient en tête, c'est évidemment le phenbendazole, où il y a eu une vidéo d'un patient aux États-Unis qui avait le cancer puis qui disait qu'il a pris du phenbendazole puis ça l'a guéri de son cancer alors que son pronostic était de quelques semaines. Puis là, cette vidéo-là sur Internet, c'est parti en feu. Tout le monde s'est mis... L'endroit où ça a été le plus problématique, c'était en Corée du Sud, où les gens s'auto-prescrivaient. Puis, moi, je me suis fait rejoindre par des gens. J'aimerais avoir du phenbendazole pour mon oncle. J'ai eu ces emails-là passer. Puis, comme là, on se calme. Puis, je pense qu'aux États-Unis, les vétérinaires voyaient ça passer comme un problème récurrent. Mais c'était en Corée du Sud, je pense que ça a été le pire. Apparemment, que c'était vraiment problématique. Tout le monde voulait du phenbendazole pour traiter son cancer. Fait que ça, déjà, je ne sais pas si tu as une opinion, évidemment, qu'elle est faites passer à la maison, mais je pense qu'elle peut être plus éduquée que ça. Je vais te laisser. Non, mais par exemple, on parlait un petit peu de leishmaniose. Et, les médicaments qu'on utilise pour traiter leishmania sont des médicaments qui étaient réutilisés. Donc, on a par exemple l'Amphotericin B, qui c'est un antifongique. On a la miltefosine, qui c'était un premier anticancer, mais était trop toxique pour les patients. Donc, on l'utilise pour les patients avec la leishmaniose. Donc, oui, on a tout cet aspect de repositionnement qu'on fait en parasitologie parce que l'intérêt n'est pas là. Parce que normalement, les maladies parasitaires sont des maladies négligées. Donc, il n'y a pas d'investissement qui s'est fait par des compagnies. Pour développer des nouvelles molécules. C'est ça. Donc, il n'y a pas grand-chose qui sort depuis 30 ans pour traiter les parasites chez l'humain.
C'est une des stratégies qu'on fait le plus parce qu'on peut sauter après des clinical phases parce que c'est déjà sur le marché, Mhm. donc on n'a pas besoin Mhm. de refaire les études. Donc, c'est très gagnant. Nous, on le fait, on a commencé à utiliser différents antitumoraux comme le topotecan, la Mhm. camptothecine pour traiter les leishmanias. Topoisomérase, Ouais, ça, c'était ma inhibiteur de thèse. Ouais. Moi, j'ai Donc, vu ça d'ailleurs. Je voulais en on, parler, mais j'avais oublié de on le noter. on a décrit un peu les mécanismes de comment c'est lié à la topoisomérase de leishmania, les mécanismes de résistance et tout. Mhm. Donc, c'est très intéressant. Malheureusement, c'est toujours des produits qui sont laissés de côté à cause de la toxicité. Donc, il a toujours à faire des dérivatifs moins toxiques pour lui-même, même si c'est la même molécule. Tu vois le topo? Ouais. Mais non, mais c'est les topoisomérases, c'est les enzymes qui vont dérouler les brins d'ADN en général pour permettre la lecture de l'ADN puis la multiplication de ça. Donc, c'est des enzymes qui vont faire ça. Les inhibiteurs de topoisomérase font que finalement l'ADN ne peut pas se dérouler, puis ça va mener vers ça. Quand les polymérases essaient de travailler, ils ne peuvent plus travailler, puis ça va mener vers l'apoptose. Donc, ça fonctionne pour les. Parce que la machinerie ne peut plus produire les protéines. Oui, puis il y a des antibiotiques qu'on connaît bien qui vont faire ça aussi, comme les quinolones. C'est des inhibiteurs de la gyrase, mais la gyrase, ben, c'est ça, c'est la topoisomérase bactérienne. Oui, exact. Puis après, ça, c'est pas pour avoir l'air nerd, c'est parce que il y a justement, ben, il y a des cas de tumeurs de la vessie, par exemple, qui ont vu qu'ils répondaient des fois à la ciprofloxacine, puis ça, puis in vitro et in vivo aussi. Donc, il y a eu des situations où est-ce qu'on les essaie comme anticancéreux, tout ça. Moi, des fois, je dis, je vais peut-être prendre mon choix d'antibiotique basé sur ça aussi, sur la bactérie, aussi sur le fait que je vais peut-être avoir une synergie avec ma chimio si je donne... Donc, c'est des choses comme ça, mais c'est du repositionnement, mais celui que... Donc, toi, tu réponds à ma question en disant il y a des cas où c'est bon de le faire. Oui. Évidemment, celui du fenbendazole, c'était un exemple où c'est parti en vrille de quelque chose qui était un anecdotique sur une vidéo qui n'aurait pas dû être fait parce que tout le monde... Mais il faut faire attention aussi, ce qu'on retrouve in vitro à ce qu'on va retrouver dans l'organisme. Exactement. Parce que dans un puits de laboratoire, les molécules sont libres et vont se joindre et vont faire des belles synergies, mais dans l'organisme, il y a du métabolisme, de la répartition dans des tissus et tout. Donc, mais il y a plein d'études qui ont été faites pour démontrer que le fenbendazole avait quand même des effets anticancéreux in vitro, justement. Mais c'est normal à cause du mécanisme. Donc, toute la polymérisation de l'alpha et bêta-tubuline. Donc, c'est quand même des cellules qui se divisent rapidement. Il va avoir un effet semblable. Donc, par exemple, nous, on utilise leishmania pour les drug discovery de cancer parce qu'ils se divisent de la même façon que les cellules cancéreuses. Donc, ça nous permettrait d'avoir un modèle vivant assez simple qui permettrait après d'extrapoler notre connaissance dans les cellules cancéreuses. Ça veut dire que leishmania sert de modèle de recherche translationnelle pour le cancer? Oui, c'est ça que nous, on fait, oui. Ouais. Donc, votre labo, oui. Oui, il y a plusieurs, mais nous, on le fait aussi. Ouais. Mais tu sais, le verre C. elegans, là, où... Oui. Bon, Rhabditis elegans, là, c'est un verre qui a été utilisé beaucoup en fait, qui est utilisé beaucoup aussi en recherche parce qu'il y a des gènes oncosuppresseurs, puis il y a des gènes... Donc, côté génome... Mais c'est élégant, c'est pas un pathogène, par contre, c'est juste ça la... Ah, tu veux dire, OK, oui. C'est intéressant parce que là, c'est un pathogène qu'on fait juste utiliser son potentiel de... Oui, mais on utilise la souris, puis c'est une vermine, là, tu sais, je veux dire. Puis on utilise les mouches à fruits, puis on utilise... Je veux dire... Il n'a pas de modèle idéal, donc on essaie de retrouver le plus possible pour après mettre tout ensemble. Ouais. Ben, j'attendais que tu parles de toxoplasmose. Tantôt, tu me dis... non, mais toxoplasmose, parce que c'était aussi... avec toxoplasma, il y a aussi des cancers qui peuvent être secondaires à toxoplasma. Puis je ne l'ai pas écrit, je me rappelle pas de la source que j'avais trouvée. Fait que je pense que c'est la schistosoma. J'ai parlé de schistosoma à la place pour ça. Ouais. C'est juste que, tu sais, c'était qu'en 2006, là, le fameux article de Kevin Lafferty qui disait que peut-être que toxoplasmose aurait une incidence même sur... le développement des sociétés, parce que dans certains contextes, pouvait faire monter le niveau d'agressivité de certaines populations. Puis, plus récemment, là, ils ont montré chez les loups, en fait, que les loups qui avaient une plus grande prévalence de toxoplasmose étaient plus de chances d'être le chef de meute ou le leader du pack. Oui, et la différence, c'est tout très, très intéressant. Le toxoplasme est super controversé. Je ne sais pas si vous suivez, j'imagine, les réseaux. Même Elon Musk disait que toxoplasme est en train de contrôler les États-Unis parce que toutes les femmes avec des chats veulent contrôler les sélections. On a essayé de l'éduquer par Twitter, par X, mais c'était compliqué. mais je dirais, oui, on sait que toxoplasma, déjà dans la souris, même comme modèle ou comme organisme, ça va annuler la région de la peur dans le cerveau. Donc, ils ne vont pas avoir peur du chat.
Et en plus, va augmenter l'attraction par l'odeur de l'urine du chien. Donc, une souris avec toxoplasma, ça sent bon, je mets un bever là, un nouveau ami, donc les chats vont les manger, va continuer le cycle de vie. Mais parce que le chat est essentiel dans C'est ça, c'est le cycle. sel hôte définitif des toxoplasma. C'est le sel qui va l'avoir dans l'intestin, qui va être capable de les passer dans les selles. Le reste des organismes, parce que toxo peut infecter n'importe quel organisme, c'est vraiment fantastique comme parasite. Vont avoir des kystes tissulaires ou des kystes dans différents organes, mais les chats sont capables de les félider, vont avoir la forme intestinale, donc vont être capables de les déverser dans l'environnement. L'autre définitif. Mm. Puis, parce que tout à l'heure, je t'ai lancé la perche de la Lancet à cause de la lettre récente, lettre mon éditeur. Dieu. Hey, toi, Mais c'est correct, c'est parce que tu n'avais pas fini ton point. Mais parce que récemment, un de tes Oui. faits d'armes récents, Ah oui. tu t'es fait demander d'écrire une lettre à l'éditeur pour la levée du Financement. Oui, du financement, c'est Et- ça, et de du- subvention. Lettre éditoriale comme invité. Demander, en Non, fait. mais c'est ça, parce que, comme je vous disais, la parasitologie est comme une science négligée. Commence à monter en pleine importance. Et aux États-Unis, à l'Institut en santé des États-Unis, le NIH, il y avait beaucoup de fonds pour avoir une base génomique des parasites, des organismes eucaryotes parasitaires. Et malheureusement, ils ont enlevé les financements. Ça coûtait autour de 5 à 8 millions par année de tenir la base de données. Mais tous les chercheurs sur la planète qui travaillent sur des parasites, champignons, vecteurs, l'utilisent. Et donc, ça fait vraiment, tout le monde était en choc. On rentrait dans le site et d'ici au 12 septembre, ça va disparaître. Trouvez-vous une autre chose. Donc, nous, on a été contactés par un des éditeurs de Lancet pour dire est-ce que vous voulez écrire une petite pièce pour contester. Pour essayer de Au moins éveiller les ouais, c'est ça. consciences. Donc, non, c'était vraiment chouette. Donc, ça a été publié là quelques Il y a semaines. quelques semaines. Ouais, Est-ce que tu as eu des retours depuis la publication? Oui, ben, en fait... Parce que tu étais signataire, tu étais co-signataire, mais il y avait beaucoup de témoignages ou Oui, parce que nous, on voulait montrer que ça venait de partout la planète. Donc, c'était pas moi que j'avais besoin. C'était comme un petit enfant qui avait son cadeau. Ouais. Donc, on voulait vraiment montrer les besoins. Donc, on a pris des grands nombres des États-Unis, des Landes, Brésil, Australie. Donc, vraiment pour montrer qu'on avait besoin de ça. Et comme on avait besoin de publier ça rapidement, tout ça que c'est publié sur X, c'est public. Ouais. Donc, on n'avait pas besoin de demander les gens la permission. Donc, on allait rapidement comme ça. Ouais. C'était pour faire un coup d'éclat. Mais il y a eu des retours. Y a-tu des retours? C'est oui, ça? Est-ce que la politique a bougé? En fait, la même journée, les jours après, c'est Nature qui a publié eux-mêmes. Les éditeurs de Nature sont écrits aussi. Quelque chose de similaire. Un texte pour expliquer la situation. Il y a des réunions entre le gouvernement et les chercheurs des États-Unis. Et maintenant, la plateforme n'est pas ouverte 100%, mais une version fixe qui permet de faire quelques analyses. Ils sont en train de retrouver l'argent ailleurs pour essayer de la garder vivante. Donc. Mais ce n'est pas grâce à nous. C'est la pression. Non, mais c'est un travail commun. Là, mais d'entendre que maintenir une base de données coûte 108 millions ou 110 millions de dollars par année, ça semble excessif. On se dit comme pourquoi tant d'argent que ça pour... Mais, non, mais parce que vous devrez penser que c'est des analyses génomiques, métabolomiques de tous les patients et de tous les parasites. La garder à jour. À jour. Et dire, ces protéines-là qu'on ne savait pas c'est quoi la fonction, maintenant on sait c'est ça. Donc il faut la mettre à jour. Cette information-là n'est pas ailleurs. Ou elle est ailleurs, mais c'est fragmentée. C'est difficile. Donc la beauté de ce site-là, c'est qu'en tapant les noms, tu avais toutes les streamlines, que tu pouvais voir toute l'information connectée. Donc, si tu n'étais pas bien informaticien ou quelqu'un très, très puissant en recherche, tu n'étais pas capable. Donc, c'est ça, on voulait sauvegarder. Je comprends mieux. Puis, tu sais, la clé, c'est le travail collaboratif, c'est vraiment la clé si tu veux aller plus vite puis plus loin. Oui, parce que c'était pas une question juste d'animaux versus humains, là, parce qu'il y a aussi beaucoup pas du tout. Mais... L'information du paludisme était là. On parlait de schistosoma, tout est là. Tous les vecteurs, toutes les tiques, toute l'information était là. Donc, c'est quand même... Paludisme, c'est quand même une maladie majeure en termes de santé publique sur la planète. Là. Oui, exact. Bon, écoute, c'était fort intéressant. On pourrait encore parler de parasites pendant des heures. Parler d'échinococose, mais regarde. Ah ben oui, c'est vrai. J'avais aussi Echinococcus. Je m'attendais. Une pseudo-tumeur. Mais, OK, mais non, on n'est pas obligé. Mais il y a une recrudescence quand même d'échinococose. Mais on ne savait pas qu'on avait Echinococcus multilocularis, donc c'est là que la forme alvéolaire au Québec. Nous, on ne savait pas avant... Avant, il y a... Mais on a eu un premier cas qui est un peu controversé encore d'un enfant au nord par de ces régions-ci, je pense, qui a eu un cas d'enfant avec l'Echinococcus alvéolaire.
Qui n'avaient pas voyagé. Mais c'était pas dans le Grand Nord? Je pensais que c'était dans les communautés Non, c'était un enfant de région agricole, mais dans ce secteur aussi, qui avait développé ces formes tumorales qu'on appelle. Ouais, pseudo-tumorales, oui. Ouais. Et donc, elle s'est fait diagnostiquer. Et nous, on a réussi à sauver son chien. Ça, c'était vraiment drôle comme situation de méconnaissance en santé publique. Donc, ils nous ont contactés à la faculté que la source de l'infection, c'était les chiens. On a demandé depuis combien est-ce qu'il a le chien. Je pense qu'ils m'ont dit 1 mois, 2 mois. J'ai dit, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Ne tuez pas le chien, s'il vous plaît. Donc, on a réussi à sauver les chiens. Mais là, on a parti un projet de recherche dans les canidés sauvages du Québec avec ma collègue Julie Arsenault, épidémiologiste à la faculté. Donc, on a eu des coyotes, des renards et des loups. On a trouvé des régions, surtout la Montérégie, qui en avait un 23% des animaux avec j'ai vu passer. Mais du Echinococcus multilocularis. Multilocularis. Okay. Donc, c'était c'est quand même inquiétant quand on entend ça. C'était la première preuve que sur le territoire québécois, on avait le parasite est endémique. Oui, c'est ça. 23%. Bon, on n'aurait pas dû le dire. Finalement, on n'aurait pas dû en parler. Puis bon, c'est ça. J'imagine que ça risque d'augmenter. Je ne sais pas à quel point c'est transmissible facilement dans les canidés sauvages entre eux, mais c'est à voir encore parce qu'on ne connaît pas la dynamique écologique, mais on sait que le pays le plus endémique au monde, c'est la Suisse. C'est là que tous les centres de référence pour l'Echinococcus sont placés. Et ils sont des niveaux très, très élevés. Ils sont capables de contrôler quand même et garder un système de santé publique fonctionnel. Nous, on voulait maintenant rebâtir un nouveau projet avec des médecins aussi pour regarder. Et tu mentionnais aussi les premiers peuples, donc les First Nations. On sait qu'ils sont touchés de façon plus accrue par Echinococcus. Donc, on va partir un nouveau projet pour avoir un aspect plus une seule santé, voir les liens entre ça que nous avons trouvé, donc quelle sorte de génotype il y a dans ces parasites-là, dans les patients humains, et essayer de tracer la transmission au Canada. Ben, fascinant et inquiétant. Mais non, mais c'est très intéressant, Christopher. Oui, merci vraiment pour toutes ces informations et ces discussions fort intéressantes qui, je pense, vont aussi intéresser nos auditeurs. Oui, en fait, je suis certain. Oui. N'oublie pas de terminer ton verre rond. Oui, moi aussi, regarde ici. Là. Parce que tous les verres sont ronds, c'est rare des verres carrés. Mais je disais juste ça pour faire une mauvaise blague de verre, là, les gars. Vous êtes pas obligés de verre rond au lieu de verre plat, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est une blague plate de verre rond. Donc, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes qui se rendent jusqu'ici. Merci à Clément. Merci à notre équipe en studio. Au Studio Machine 4771. À Sainte-Thérèse. La belle. Alors, écoute, continue ton bon travail. Oui. On va essayer. On est très heureux que tu aies traversé l'étang pour venir nous rejoindre. Puis que, c'est ça, maintenant qu'on a une page de choses, ben la prochaine fois, ça sera 2 pages de choses. On va augmenter la police, hein, c'est correct. Et puis, merci à toi. À toi aussi, Eric. Et on dit à tout le monde... À très bientôt. On se revoit bientôt. Et on se réentend. Oui. On lance. Bon, nous, on se voit pas. Non, parce que s'ils nous écoutent en audio, on se revoit pas. On se réentend. Là, je suis comme, me sens tout nu parce qu'on n'a pas fait tirer de livre, mais en tout cas, ça, c'est un autre... c'est comme, on va tirer une livre de verre plat. On envoie ça, cette petite musique-là. Yes! Et voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui, clic, 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 clic.